Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon sur la théorie de la co-intégration. Cette leçon s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons vu la leçon précédente par rapport à la théorie de la co-intégration et en particulier par rapport au test de Johansson. Nous avons présenté à titre d'illustration une analyse de la relation de long terme entre le CAC 40, le DAX et le S&P 500. Et aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous avons vu, je vais vous parler d'une nouvelle étude que j'ai réalisée sur trois indicateurs financiers clés des États-Unis, à savoir l'indice boursier, le S&P 500, le taux d'intérêt à 10 ans et puis les rendements de l'indice S&P 500. Et en fait, l'objectif de la séance d'aujourd'hui consiste à analyser la possibilité de présence d'une ou de plusieurs relations de co-intégration. Donc, je vais commencer par la présentation des données. Donc, en fait, nous avons l'indice boursier américain S&P 500 que je vais appeler price, ses rendements que je vais appeler earn, relative à earning en anglais, et puis le taux d'intérêt des États-Unis à 10 ans, la maturité des ans, c'est ce que je vais appeler le rate. Et je dispose de données mensuelles qui s'étendent de mois 1 1990 au mois 8 2019. Donc, ça nous fait au total un échantillon 356. C'est un échantillon qui est suffisamment large pour pouvoir effectuer une analyse de co-intégration. Donc, je commencerai par ce que j'appelle l'étape 0 de l'analyse, à savoir effectuer une transformation logarithmique des données et puis effectuer une représentation graphique pour permettre l'examen visuel du comportement de ces trois séries temporelles au cours du temps. Donc, on voit bien ici que si je veux parler de l'indice S&P 500, donc il y a des phases haussières, des phases baissières avec des phases de correction, en particulier lors de la crise de l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et puis la crise du subprime 2007-2008. Le même comportement est observé par les rendements, c'est le rendement de l'indice, donc ils ont relativement le même comportement. Et en troisième partie, on voit que le comportement du taux d'intérêt à 10 ans, qui, même s'il a un comportement stochastique, il est quand même sur une tendance baissière depuis les années 90. Donc, pardon, une fois avoir examiner visuellement le comportement de ces trois séries temporelles, nous avons besoin d'effectuer un test de Dickey-Fowler pour en analyser la stationnarité. Et donc, on voit bien ici, je vais prendre le cas le plus simple, puisqu'on a déjà établi de les séances précédentes que la majorité des séries financières peuvent être décrites comme des marches au hasard pur, du pure random walk. Et donc, j'utilise le modèle 1, le modèle le plus simple, pour effectuer le test de Dickey-Fowler. Et donc, je vois bien ici, par rapport aux probabilités, que les trois séries temporelles sont intégrées d'ordre 1. Et donc, il y a une présomption d'existence d'au moins une relation de co-intégration entre les trois variables. Et pour tester cette possibilité, cette éventualité, nous faisons appel au test de Johansson. Et donc, avant de déployer le test de Johansson, il faut d'abord qu'on sélectionne le nombre de retards pour l'estimation d'un modèle VECM. Et naturellement, je vais estimer un modèle VAR sur les variables haut niveau, c'est-à-dire les variables non stationnaires,
Et ces variables au niveau en logarithme, c'est le log earn, log price, log rate. Et donc ici, j'ai trois critères d'information. J'ai la KAIC qui me recommande un retard de 8. J'ai le Schwarz qui me recommande un retard de 2. Et j'ai la Nanquin qui me recommande un retard de 3. Donc, nous faisons le choix du retard 2 qui a été sélectionné par le critère de Schwarz parce qu'on estime que 8 retards, ça va être un retard trop large pour pouvoir effectuer une analyse suffisamment rigoureuse, en particulier pour des séries financières qui ont des, comment dirais-je, qui ont des délais de transmission de choc qui sont très courts. Donc, on va faire le choix de ce retard 2 qui a été sélectionné par le critère de Schwarz. Et donc, une fois avoir sélectionné le retard 2, il faut qu'on sélectionne, qu'on procède à une spécification de la composante déterministe du modèle VECM. Et donc, en fait, ici, nous en avons déjà parlé, il y a 5 modèles en tout pour pouvoir prendre en compte la composante déterministe du test de Johansson. Et donc, ici, dans ce tableau, j'ai essayé de faire la distinction entre les données brutes, ça veut dire level data, et les équations de co-intégration. Et donc, nous avons ici le premier et le deuxième cas, c'est que les données, elles contiennent aucune, il n'y a pas de tendance déterministe. Et dans le troisième et le quatrième cas, on a une tendance linéaire dans les données. Et dans le cinquième cas, il y a une tendance quadratique. Par contre, au niveau de la relation de l'équation de co-intégration, ou bien de la relation de co-intégration, le premier modèle, on aura une constante. Le deuxième et le troisième, le premier, on n'aura pas de constante. Le deuxième et le troisième, nous aurons une constante. Et enfin, le quatrième et le cinquième, nous aurons une tendance linéaire de la relation de co-intégration. Et donc, si vous voulez, parmi ces 5 options, il faut qu'on soit capable d'en sélectionner une ou deux, on va voir par la suite, pour pouvoir effectuer le test de Johansson et surtout pour pouvoir estimer le modèle VECM qui va nous permettre de faire l'analyse de la relation entre les 3 variables. Donc ici, je vais commencer par choisir le retard. Le retard, Schwarz nous a sélectionné un retard de 2 sur les variables haut niveau. Et donc, pour effectuer le test de Johansson, j'aurai besoin d'enlever un retard, et donc c'est 1, parce que ça va être le retard des variables endogènes en différence première. Donc, il y a un retard qui s'enlève. D'accord? Et donc, ici, comme j'ai un doute sur la véritable nature de la composante déterministe entre les variables, je vais ici cliquer sur la proposition 6, sur la boîte de dialogue. Et ici, cette proposition 6, il va me donner tous les résultats possibles du test de Johansson selon les 5 cas de composantes déterministes. Donc, en effet, ici, vous voyez le premier modèle, le deuxième modèle, le troisième modèle, le quatrième modèle, et chaque modèle va correspondre aux 5 cas énumérés ici. Nous avons déjà dit que le premier modèle est à éliminer parce que c'est vraiment rare qu'il n'y ait pas de constante de la relation de co-intégration. Et puis, le dernier modèle, c'est à éliminer aussi, à éviter, parce que il est quand même rare de trouver des tendances quadratiques, en particulier sur les séries financières. Et donc, ces tendances quadratiques, c'est une hypothèse qui est très, très rare, et donc on va éviter. Donc, si vous voulez, la concurrence va avoir lieu entre les 3 modèles, le modèle 2, le modèle 3 et le modèle 4. Et donc, ici, nous avons déjà les résultats. Donc, si je prends, par exemple, le test trace, donc pour lui, il y a dans les trois cas, c'est-à-dire il y a 3 modèles VECM possibles, mais dans chacun d'entre eux, il y a bien une relation de co-intégration.
OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire l'estimation. Et donc, lorsqu'on va faire l'estimation des tests de Johansson, nous avons les trois variables. Nous avons le retard des variables en différence première à 1. Et donc, ici, on voit bien, par exemple, le test trace, il nous indique 11,69 est strictement inférieur à 20,26. Et donc, H0 est accepté, c'est-à-dire il y a une seule relation de co-intégration et la procédure s'arrête. La même chose pour le test de la valeur propre maximale. Nous avons ici la statistique du test 7,52, strictement inférieur à 5,89. H0 accepté. H0, c'était une seule relation de co-intégration. Donc, il y a bien une relation de co-intégration entre les trois variables. Mais il faut bien choisir le modèle entre les trois modèles candidats qui disent tous, qui recommandent la présence d'une relation de co-intégration. Et donc, comment on va procéder? On va commencer par le modèle le plus général, ça veut dire le modèle 4, puis le modèle 3, puis le modèle 2. C'est-à-dire on va adopter une stratégie séquentielle pour éliminer deux modèles et n'en retenir qu'un seul qui va nous permettre d'effectuer les analyses. Mais juste, j'attire votre attention, c'est que sur Oviews, lorsque vous estimez la co-intégration par le test de Johansson, vous venez ici toujours, vous mettez View Make Vector Autoregression et vous avez une boîte de dialogue qui va défiler ici. Vous sélectionnez Vector Correction et s'il vous plaît, ici, vous cliquez sur co-intégration et vous imposez le nombre de co-intégrations qu'on vient de tester, c'est 1. Et à partir de là, vous allez choisir les trois modèles. On va tester le modèle 4, puis le modèle 3 et le modèle 2. Mais il faut impérativement cliquer sur co-intégration et mettre qu'il y ait une relation de co-intégration. Sinon, le logiciel va choisir par défaut, il va vous choisir deux relations, il va choisir le modèle 3 et 4 et vous allez avoir des résultats qui vont vous surprendre. Et donc, je commencerai par estimer le modèle 4. Le modèle 4, je rebrosse chemin pour vous montrer lequel. Ça veut dire que c'est ce modèle-là, c'est l'option 4. Ça veut dire il y a une tendance linéaire dans les données et il y a une tendance linéaire dans la relation de co-intégration. D'accord? Et donc ici, le modèle 4, on voit bien que la tendance linéaire dans la relation de co-intégration n'est pas significative parce que le t-stat, il s'élève à moins 0,78. Donc, c'est en valeur absolue, il est inférieur à 1,96. Donc, il y a une unité de ce paramètre. Donc, ce n'est pas un cas à retenir. OK? On va passer après au modèle 3. Et donc, le modèle 3, il y a une constante dans la relation de co-intégration. Et donc, là aussi, donc le modèle 3, je vais rebrosser chemin pour vous le montrer, c'est celui-là. Donc, en fait, il y a une constante dans la relation de co-intégration, mais il y a une tendance linéaire dans les données. OK? Et donc, en fait, ici, le modèle 3, là aussi, vous avez la constante, mais on ne voit pas de t-stat, ça veut dire qu'il n'est pas significatif. Par contre, la constante qui est dans l'équation, la partie VECM, du modèle VECM, la constante, elle est significative dans les deux cas. Et donc, ici, le t-stat égale à 1,59. Et ici, ça veut dire à 10%, c'est significatif. Et ici, pour le rate, il est à 1,61. Donc, il est significatif à 10%, pas à 5%, mais à 10%. Et donc, on voit bien que ce modèle tient la route sur la partie VECM, mais dans la relation de co-intégration, la constante n'est pas significative. Et donc, on va passer au modèle 2, le modèle le plus simple. Ça veut dire qu'il y a juste une relation une constante de la relation de co-intégration et il y a aucune composante déterministe dans les données. Et donc là, on voit bien que la constante qui s'élève, dont le coefficient s'élève à 1,10, il a un t-stat de 0,60 qui n'est pas significativement différent de 0, mais quand même, c'est le dernier modèle parmi les trois qu'on a retenu. Et donc, on voit bien que le modèle 2, c'est le modèle le plus pertinent. Et pour en avoir le cœur net, on va comparer
les trois modèles, ça veut dire le modèle le plus simple, c'est le modèle 2, et le modèle à qui on a rajouté une constante dans le modèle, enfin, dans le modèle VECM, et le modèle 4, on a rajouté une tendance linéaire dans la relation de co-intégration. Et donc, si je prends, par exemple, le log de la vraisemblance, on voit bien que la vraisemblance, la log vraisemblance la plus élevée est la partielle au modèle 2. Si je prends le critère de Schwarz, vous avez, si on compare les trois, vous avez le critère de Schwarz qui a la valeur la plus basse, c'est moins 10,01, c'est le modèle 2. Et puis, quel est le nombre de coefficients estimés? Le modèle 2, il a 16 paramètres à estimer. Et donc, ne serait-ce que par le principe de parcimonie, on va sélectionner le modèle 2. Et donc, le modèle 2, c'est le meilleur modèle parmi les trois. Et donc, c'est celui qu'on va retenir. Et donc, ici, voilà, si vous voulez, l'estimation de mon modèle à correction d'erreur. J'ai la relation de long terme et j'ai ici comment dirais-je, les trois, mon modèle. Ça, c'est la relation de long terme, ça veut dire la relation de co-intégration. Et ici, j'ai mon modèle VECM. Donc, j'ai une partie où il y a les retards d'ordre 1 des différentes variables en différence première. Et puis ici, j'ai le coefficient de la relation le coefficient de la relation, enfin le coefficient bien le terme de correction d'erreur qui va me permettre de ramener les variables vers l'équilibre, vers la relation d'équilibre de long terme et accomplir l'ajustement. Et d'ailleurs, ce modèle VECM que je viens d'estimer peut être décrit par ces trois équations. Donc, en fait, premièrement, il a un ordre K étoile, et donc nous avons déjà estimé que le K étoile, selon le critère de Schwarz, c'est 2. Et donc ici, K-1, je vais avoir un seul retard pour les trois variables. OK? Donc ça, c'est la partie, si vous voulez, vecteur autorégressive. Je vais régresser la variable en différence première par rapport à ses propres retards et par rapport au retard des autres variables en différence première toujours. Mais en plus, il y a une composante de long terme, et cette composante de long terme, c'est la relation d'équilibre. Et donc, cette relation d'équilibre, c'est celle-ci, et vous avez les coefficients, ça veut dire les termes de correction d'erreur. Et donc, ici, c'est un modèle VAR, mais contraint parce qu'il a dans sa structure la relation d'équilibre qui traduit l'ajustement vers la relation d'équilibre, qui traduit le retour vers cette relation à la suite d'un choc aléatoire. Et donc, naturellement, comme cette relation, cette combinaison linéaire entre trois variables non stationnaires est une variable stationnaire, toutes les composantes du modèle VAR sont stationnaires, et donc nous avons un modèle VAR plus le terme de correction d'erreur dans chaque équation, d'accord, plus, et donc c'est plus un modèle de correction d'erreur, c'est un modèle de correction d'erreur vectoriel, parce qu'il y a celui-là et celui-là. Et donc, comme on a, si vous voulez, c'est plus un paramètre de correction d'erreur, c'est un vecteur de correction d'erreur. Et donc, nous sommes bien dans un cadre vectoriel. OK? Alors, si vous voulez, sur la base du modèle qu'on vient d'estimer, il y a des paramètres, et ces paramètres-là, il faut qu'on aille en discuter, en dire un mot. Et donc, si vous voulez, voilà l'équation de la relation de co-intégration telle qu'il a été estimé ici. Donc, naturellement, on va normaliser le coefficient comment dirais-je, de la variable earn en 1, c'est-à-dire c'est déjà un paramètre, mais on va le diviser par lui-même pour avoir 1, et donc on va diviser tous les autres par la valeur de ce paramètre, de sorte à ce qu'on ait toujours un paramètre 1 ici. D'accord? Et donc nous avons un coefficient de corrélation moins 0,75, un autre 0,21, et puis la constante qui n'est pas
significative. Et donc, si vous voulez, voilà l'équation. Mais cette équation, comment dirais-je, pour qu'il soit beaucoup plus expressif et beaucoup plus pertinente, il faut faire sortir, il faut exprimer le rendement par rapport aux autres variables explicatives. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a ici une constante, on a dit qu'elle n'est pas significative, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce coefficient de corrélation. Et donc, on voit bien que le prix a une relation positive avec le rendement. C'est-à-dire lorsque le prix du S&P 500 va augmenter, ça va provoquer une augmentation des rendements, ce qui est logique sur le plan économique. Mais à l'opposé, nous avons un coefficient qui a un signe négatif. Autrement dit, l'augmentation des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, taux d'intérêt des États-Unis va avoir un impact négatif sur le marché des actions, sur l'indice S&P. Ici, logique, parce qu'en théorie financière standard, le prix est égal à la somme actualisée des frais futurs et on va actualiser par un taux d'intérêt. Donc, lorsque les taux d'intérêt vont augmenter, ça veut dire on va diminuer les rendements. Et donc, le lien entre le taux d'intérêt de 10 ans et le rendement des actions, il est négatif. Donc, si vous voulez, la relation de long terme telle que traduite par cette équation, il va dans le sens, il confirme le sens de la théorie économique. Alors maintenant, parlons de la vitesse d'ajustement. Donc naturellement, la vitesse d'ajustement, c'est qu'on va prendre les paramètres estimés ici dans cette relation. Ici, donc nous avons moins 0,029, etc. Et ici, nous avons moins 0,018577. Les deux paramètres, les deux coefficients sont d'aussi négatifs. Et ils sont, le T-stat en valeur absolue est supérieur à 1,96. Et donc, on voit que l'ajustement, il va plutôt être accompli soit par les rendements de S&P, soit par les taux d'intérêt de 10 ans. Alors qu'on voit que le prix, ça veut dire l'indice lui-même, l'indice S&P, lui, c'est pas lui qui va accomplir l'ajustement, ça veut dire qui va être animé par une dynamique de retour vers la relation d'équilibre. Il y a les rendements qui vont s'ajuster et il y a le taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, en fait, naturellement, il faut qu'on mesure leur vitesse d'ajustement. Et donc, chaque pas de temps, chaque mois, il y a correction d'une portion de la déviation, une correction de l'erreur. Et donc, il faut combien de temps pour que l'ajustement vers l'équilibre soit total, parce que là, chaque pas de temps, il y a un ajustement partiel. Et pour qu'il y ait l'ajustement total, ça veut dire qu'on va corriger entièrement la déviation, on va corriger totalement l'erreur. Et donc, ça va prendre du temps. Et lorsqu'on va mesurer ce temps, on s'aperçoit que pour les rendements, il faut 33,99 mois, c'est à peu près 34 mois. Et donc, c'est environ 3 ans. Ça fait presque 36 mois. Donc, il faut 3 ans. La vitesse d'ajustement va faire que, à la suite d'un choc, les rendements de S&P pour revenir à la relation d'équilibre, ils vont prendre 3 ans pour le faire. Mais les taux d'intérêt de 10 ans, ils vont prendre encore plus de temps parce qu'il leur faut en moyenne 53,83 mois, c'est-à-dire quasiment 4 ans et demi. Donc, vous avez un ajustement qui va durer 3 ans et 4 ans et demi. Et donc, la première remarque, qu'on va dire, la première remarque, on va dire que ces vitesses, ils sont très lentes. Ils sont très lentes par rapport à la temporalité des marchés financiers, quoi. Donc, ils sont très lentes par rapport à la temporalité des marchés financiers parce qu'en fait, les marchés financiers, ils évoluent rapidement, ils absorbent l'information rapidement, la transmission de choc se fait rapide. Mais là, on n'est pas dans la logique journalière ou hebdomadaire ou même mensuelle ou trimestrielle, mais on parle en unité annuelle, on parle en année, quoi. Et donc, si jamais il y a un choc qui va provoquer la rupture de la relation d'équilibre qui existe entre
l'indice S&P, ses rendements et le taux d'intérêt à 10 ans, il va falloir attendre longtemps, relativement, pour que cette relation reprenne, pour qu'il y ait un retour vers l'équilibre, pour qu'il y ait un ajustement vers l'équilibre, pour qu'il y ait une correction d'erreur. D'accord? Alors, ensuite, pour bien mettre ça en valeur, ce résultat empirique très intéressant, on se propose dans une première partie d'analyser la fonction de réponse impulsionnelle. Et donc, comme j'ai vu que le retour vers l'équilibre, ça prend du temps, et ben, j'ai mis ici 36 mois. Donc, je vais voir sur 36 mois, ça veut dire sur 36 ans, comment vont évoluer les variables les unes par rapport aux autres. Et donc, ici, on voit bien, ça, c'est la réponse impulsionnelle des rendements. Donc, je ne vais pas parler de la réponse à leur propre choc, mais plutôt je vais parler de la réponse à un choc sur les prix. Et donc, on voit bien que lorsque les prix augmentent, les rendements vont répondre positivement. Ça veut dire, vous augmentez le prix, les prix, ça veut dire qu'il y a une appréciation de l'indice S&P, ça va faire augmenter les rendements, c'est logique. Mais à un certain moment, ça va atteindre le maximum et après, ça va se stabiliser. Et donc, en fait, je dirais que ça va atteindre au bout de 5 mois, 6 mois, ça va se stabiliser. Et la même chose peut être observée sur le sens inverse, c'est que les rendements vont avoir un impact lorsque le taux d'intérêt de 10 ans va augmenter, ça va avoir un effet négatif sur les rendements de l'indice S&P. Et donc, on le voit ici, on est en territoire négatif, mais à partir, on va dire, de 6 mois, cet effet va rester constant et donc il va atteindre son maximum. D'accord? Mais vous avez remarqué que ça ne revient pas vers zéro, quoi. OK? Alors après, on va analyser la réponse de l'indice S&P au choc qu'ils vont avoir sur les rendements. Et donc, on voit bien que lorsque les rendements vont augmenter, l'indice S&P va connaître une appréciation, et c'est logique, c'est conforme à la théorie financière. Et donc, en fait, il va atteindre son maximum au bout de 6-7 mois et après, il va se stabiliser. La même chose peut être observée, mais dans le sens inverse, c'est que lorsqu'il y a une augmentation du taux d'intérêt, la valorisation, la valeur de l'indice S&P va baisser et donc il va atteindre cette baisse va atteindre son maximum au bout de 5 mois et après il va se stabiliser. Alors la dernière variable, ce sont les taux d'intérêt à 10 ans et donc on voit bien que lorsque le S&P a un effet positif sur l'appréciation du S&P, un effet positif sur le taux d'intérêt à 10 ans, mais cet effet va se stabiliser à partir de 5 mois. Après, vous avez l'effet comment dirais-je, des rendements du S&P. Donc là aussi, il y a un effet positif, mais qui est très faible qui est relativement faible par rapport à l'impact du prix. Et donc, il va, à un certain moment, il va s'affaiblir. Il va même, au bout de 8 mois, va passer en territoire négatif avant de se stabiliser. D'accord? Ensuite, on se propose de faire une analyse de la décomposition de la variance. Et donc ici, vous voyez par exemple la variance du terme de l'erreur de prévision des rendements. Vous voyez qu'il est quasiment expliqué par une même, mais il est quand même expliqué à partir du 5e mois par le prix et marginalement par le taux d'intérêt, mais principalement par le prix.
La même chose peut être dite ici par rapport au prix. Donc, on voit bien que le prix, il explique en majorité lui-même, mais quand même, les rendements vont expliquer le comportement du prix. Et donc, on voit bien qu'il y a, il y a une influence mutuelle entre le prix, entre les rendements. Et là, enfin, il y a la troisième variable, c'est le taux d'intérêt à 10 ans. Et on voit bien que le taux d'intérêt à 10 ans, et il s'explique, le taux d'intérêt à 10 ans, il s'explique par ses propres innovations à lui-même, mais surtout, il va aussi dépendre du prix du S&P 500, ça veut dire de la cotation de l'indice boursier S&P 500, et marginalement, vraiment marginalement, ça par les rendements de S&P. Et donc, si vous voulez, l'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle, l'analyse de la décomposition de la variance de l'horaire de provision, de prévision, ce sont des instruments graphiques et visuels pour voir quelles sont les relations dynamiques pouvant exister entre les variables. Mais si vous voulez, l'outil le plus intéressant et le plus frappant parce qu'il se base sur des tests statistiques, c'est le test de causalité au sens de Granger. D'accord? Et donc ici, je vous présente les résultats de ce test. Et donc, on voit bien ici que dans une première partie, si je m'intéresse à la relation entre le prix, ça veut dire la valorisation de l'indice S&P et les rendements. Donc, on voit très bien que le S&P, il cause au sens de Granger le rendement, ce que j'ai noté ici par cette flèche rouge. D'accord? Ensuite, si je prends comment dirais-je, la causalité dans le sens inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une causalité qui va des rendements vers l'indice S&P, et donc on voit bien qu'il est significatif, mais pas à 1%, ni à 5%, mais à 10%. Et donc, en fait, il y a un feedback, il y a un impact même à 10% des rendements sur le prix. Et donc, on va dire qu'il y a une relation de causalité bidirectionnelle entre le prix du S&P et ses rendements. Deuxième causalité à analyser, c'est la relation entre la valeur de la cotation de l'indice S&P et le taux d'intérêt à 10 ans. Et donc, on voit bien que l'indice S&P, il va causer au sens de Granger le taux d'intérêt à 10 ans, ce que j'ai noté ici par cette courbe, cette flèche rouge. Mais il y a également un effet feedback, il y a une causalité dans le sens opposé, mais même à 10%, entre cette causalité, il va du taux d'intérêt à 10 ans vers le prix du S&P 500. Et donc là aussi, on a une causalité bidirectionnelle. Et lorsqu'on va analyser la relation entre le taux d'intérêt à 10 ans et les rendements de l'indice S&P, alors là, il n'y a aucune causalité, il n'y a aucune relation de causalité entre les deux variables. Donc, en fait, on peut dire que c'est le prix qui est au cœur de cette relation à 3. Et donc, le prix, il entretient une relation bidirectionnelle avec le S&P, avec ses rendements. Il a une relation de causalité bidirectionnelle avec les taux à 10 ans. Ça veut dire l'un influence l'autre. Et l'un peut prévoir l'autre et inversement. Et donc, il y a bien une relation entre les taux d'intérêt à 10 ans et le rendement de S&P, mais c'est une relation indirecte. Ce n'est pas une relation indirecte. Ça veut dire le canal de transmission, c'est l'indice S&P 500. OK? Et donc, pour récapituler, selon le test de Johansson, il y a bien une relation de co-intégration entre les trois variables. Donc, on a choisi le retard 1 et le modèle 2 pour estimer le modèle VECM. Deuxièmement, on a vu que l'ajustement, il a lieu, cet ajustement, il n'y a que deux variables qui y participent. Ce sont les taux d'intérêt à 10 ans et ce sont les rendements de l'indice S&P
alors que l'indice S&P ne participe pas à cet ajustement, à ce retour, cette dynamique de retour vers l'équilibre. Et donc, nous avons dit que ces vitesses d'ajustement sont très lentes, donc entre 3 ans et demi, entre 3 et 4 ans et demi. Donc, ça prend un peu de temps pour que la déviation ou par rapport à la relation d'équilibre soit corrigée. Et donc, cette correction de l'erreur qui prend du temps est un fait économique important qu'il faut analyser avec plus de profondeur. Pourquoi on prend suffisamment de temps pour reprendre la relation d'équilibre. OK? Et pour analyser, pour approfondir l'analyse de la relation dynamique entre les variables, nous avons fait appel à l'analyse de la fonction de réponse impulsionnelle, à l'analyse de la décomposition de la variance de l'erreur de prévision, mais au fait, ça, comment dirais-je, ça confirme les résultats qu'on vient de montrer par le test de causalité au sens de Granger, qui nous a permis de mettre en évidence la présence de deux relations bidirectionnelles entre l'indice S&P et ses rendements, entre l'indice S&P et le taux d'intérêt à 10 ans. Et donc là, pour tester la validité du modèle, il est impératif d'analyser les résidus, ce que nous n'avons pas fait auparavant, mais il faut impérativement analyser les résidus parce que nous sommes comme dans une régression simple. Ça veut dire qu'il faut que le résidu respecte l'hypothèse de bruit blanc. Ça veut dire absence d'autocorrélation, homoscédasticité et normalité. D'accord? Et donc, en fait, ici, lorsque j'ai mon VECM qui est estimé, je vais ici sur View, je clique sur Residual Test et là, vous avez tous les tests. Donc, on va faire le test d'autocorrélation, le test de normalité et le test d'hétéroscédasticité. D'accord? Et donc, en fait, les résultats des tests sont là. Donc, le premier, je vais tester l'absence d'autocorrélation. Et donc, ici, je vais null hypothesis, no serial correlation at lag h. Et donc, là que j'ai choisi, comme j'ai choisi qu'un seul retard, donc si au retard 2, 3, je n'ai pas d'autocorrélation, je peux dire, à part si je peux me satisfaire de ce résultat. Donc, ici, je vois bien qu'au retard 1, il n'y a pas d'autocorrélation parce que la probabilité est supérieure à 0,05. La deuxième, pas d'autocorrélation. La troisième, pas d'autocorrélation. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas d'autocorrélation de mon modèle basé VECM. La deuxième propriété à tester, c'est l'homoscédasticité. Malheureusement, ici, comme la probabilité il est inférieur strictement à 0,05, l'hypothèse d'homoscédasticité est rejetée. Et par conséquent, je peux conclure que les résidus de mon modèle VECM estimé sont hétéroscédastiques. Et je pourrais rajouter que c'est normal parce que nous sommes sur des séries financières qui sont caractérisées principalement par leur forte volatilité. D'accord ? Et donc, ce qui explique la présence d'autocorrélation. Enfin, je vais tester la normalité des résidus. Mais là aussi, j'ai le Jarque-Bera, et j'ai la probabilité de ma statistique correspondante à ma statistique de Jarque-Bera, parce que l'hypothèse nulle, c'est que les résidus ils sont distribués selon une loi normale multivariée. Et donc, lorsque je vois que la probabilité est égale à 0, je peux conclure qu'il n'y a pas normalité. Je dirais que c'est une hypothèse rarement vérifiée, la normalité, parce qu'il faut un échantillon suffisamment large, très très large, pour pouvoir avoir la normalité. Et comme je dis toujours, la normalité, il ne peut être qu'asymptotique. C'est très difficile de trouver des résidus où il y a de la normalité, en particulier pour des séries financières. Et pour en avoir le cœur net, je vais juste vous montrer la structure du vecteur de co-intégration pour avoir une idée sur cette hétéroscédasticité qu'on vient de montrer et cette non-normalité. Et donc ici, je vous montre le vecteur de co-intégration. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez
pardon, 0, c'est, on va dire, c'est l'équilibre. Et donc, on voit bien que ça fluctue autour de l'équilibre. Et donc, on reste dans un cadre stationnaire. Mais ici, durant la crise subprime 2007-2008, vous voyez que là, quasiment, le choc était tellement violent qu'on peut même dire qu'il est fort probable que la relation de co-intégration a été rompue durant cette période. Je répète, il est fort probable que la relation de co-intégration soit rompue ici, dans cette période. Parce que le choc, la crise subprime était tellement violente que, pardon, il y avait une chute spectaculaire de l'indice S&P et par conséquent des rendements de l'indice S&P, parce qu'on ne va pas distribuer des dividendes lorsqu'il y a une crise financière. Et puis, ça s'est traduit aussi par la chute des taux d'intérêt, parce qu'il y avait le lancement de la politique de quantitative easing par la Fédérale Réserve. Et donc, au fait, il y a ici, nous sommes en présence de ce qu'on appelle une rupture structurelle, quoi. Et donc, si vous voulez, la rupture structurelle, soit ça va se traduire par l'apparition d'une hétérocidacité, peut-être éventuellement par une forte autocorrélation des résidus du modèle VOCM. Et donc, on a deux choix. Soit on va faire, comment dirais-je, une analyse par échantillon, c'est-à-dire on va arrêter ici en 2007 et puis on va analyser la relation de co-intégration et puis on va l'analyser à partir de 2010 lorsqu'on est sorti de la crise. Soit on va faire ce qu'on appelle la co-intégration non linéaire qui va intégrer la présence de ruptures structurelles dans la relation d'équilibre de long terme. Et ça, c'est une extension qu'on va voir après si on est suffisamment avancé de locaux. Donc, pour récapituler, je dirais que la leçon d'aujourd'hui avait comme principal objectif de vous présenter une nouvelle étude de cas sur la théorie de la co-intégration, en particulier sur le test de Johansson. Et donc, nous nous sommes intéressés à l'analyse d'une relation entre l'indice S&P 500, ses rendements et le taux d'intérêt de 10 ans. On a pu mettre en évidence l'existence et la présence d'une relation d'équilibre de long terme, une relation de co-intégration entre trois variables. On a montré qu'après un choc, il y a une dynamique d'ajustement d'un retour vers l'équilibre qui peut prendre du temps, entre 3 et 4 ans et demi, et que les résidus ne correspondent pas à un bruit blanc parce qu'il y avait une rupture structurelle qui a eu lieu à la suite de la crise du subprime en 2008. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.